Bonjour à tous. Cette semaine dans la vidéo, je vous laisse aux soins d'Éric qui vous fait une capsule au sujet de l'épargne et les façons de générer un revenu avec la bourse, avec le trading. Nous sommes Nat, Éric et Moka. En avril 2025, nous déménagerons pour vivre à temps plein dans notre motorisé affectueusement baptisé le Bungalow. En novembre, nous quitterons vers les États-Unis. Sachez que nous avons une capsule aux 2 mois environ qui traite d'épargne parce que oui, nous prenons notre retraite anticipée. On est dans la jeune cinquantaine tous les deux. Les revenus de bourse, de trading, pour nous, c'est environ 54% de nos revenus. Donc oui, on a dû planifier tout ça. Si vous aimez ce que vous voyez, allez-y avec le petit pouce. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos aventures. Donc, je vous laisse au bon soin d'Éric. Ciao! Bonjour à tous, je suis en compagnie de Moka. Puis, je vous avais dit que je vous parlerais des différents comptes de trading. Fait que dans cette capsule vidéo, pour démêler un peu tout ça, ceux que ça intéresserait de faire du trading. Bon, le trading, pour nous, ça va être une des façons de gagner des sous en étant nomade sur la route. Donc, c'est pour ça que c'est en connexion avec la chaîne de VR. Donc, avant de commencer à trader, il faut savoir dans quoi trader. Puis, nous autres, trader, c'est générer un salaire à la bourse. C'est pas juste de faire de l'épargne, c'est de générer des revenus constants avec la même argent. C'est plus difficile que de juste mettre de l'argent là et puis d'attendre d'avoir un plus-value que les marchés boursiers augmentent. Donc, on va couvrir les différents types de comptes d'épargne et comptes pour produire un salaire avec des actions boursières. Je vais me référer un petit peu à mes notes là, parce qu'il y a tellement de stock, je ne veux pas l'oublier, mais ça va être surtout des bullet points, puis je vais élaborer dans chacun des points. Inquiétez-vous pas, je ne lirai pas tout le long. D'abord, c'est quoi les différents comptes de trading? Pour trader, le trading, c'est une façon de faire. Les comptes, c'est comme le contenant. Puis qu'est-ce qu'on met dans le contenant? Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être toutes sortes de choses. Moi, je ne fais pas affaire avec des institutions financières, je fais affaire avec des brokers, des courtiers en ligne. Donc, c'est libre service et puis ça limite beaucoup les frais. Au lieu d'avoir un courtier qui fait ça, achète-moi tant d'actions de Tesla ou tant d'actions d'Apple, puis lui, il charge tant de la transaction, il charge pour son temps, ça coûte énormément de frais. Moi, je le fais tout moi-même. Fait que c'est à l'aide des différentes plateformes en ligne. Tantôt, si vous voulez, on les énumérera, les plateformes en ligne. Bonjour, Moka. Moi, je fais affaire avec Disnat parce que c'est gratuit. Puis quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Et je fais affaire avec Interactive Broker, qui n'est pas gratuit, mais qui est vraiment très performant et qui ne coûte pas si cher que ça. Puis de toute façon, j'ai à peu près 5 000 $ dans Interactive Broker. C'est juste mon compte marge personnel. Tout le reste, là, 99%, 98% de ce que j'ai, c'est dans des comptes CELI, REER, CELIAP, comptes de compagnie. Puis c'est tout chez Disnat dans la même plateforme. Les comptes, les différents comptes, il y a le compte CELI. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un CELI ou pour les Européens, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. En anglais, ils appellent ça le TFSA, Tax Free Saving Account. Puis ici au Canada, c'est très, très, très avantageux de mettre l'argent là-dedans. Pourquoi? Parce que les investissements sont exemptés d'impôt. On met l'argent là, et puis quand on décide de sortir l'argent, ou même si on la laisse là très longtemps,
l'impôt qu'on aurait dû payer, autrement dit, là, les plus-values, il n'y en a pas dans ce compte-là. Fait que c'est très, très, très le fun. On peut mettre des actions canadiennes, des actions US là-dedans. Dans les actions canadiennes, il y a des actions, il y a des FNB, des fonds négociés en bourse, ou des ETF là, en anglais. On peut mettre des fonds communs de placement. C'est un peu moins populaire parce que c'est un peu moins payant. Quelqu'un qui va en bourse, c'est pour générer un certain rendement. Puis, normalement, les fonds de commun de placement, c'est pas très rentable. Dans les actions US, on peut mettre des actions US, on peut mettre des FNB aussi, fonds commun de placement, et il y a un impôt de 15 % sur les dividendes, toutes les sociétés, les actions US. Donc, c'est pas vraiment un compte fait pour mettre des actions à dividendes US, parce que vous pouvez le faire, mais chacun de vos gains vont être amputés de 15 %. Il y a un petit truc à ça, je vais en venir tout de suite après. Dans un compte CELI, on ne peut pas faire de day trading. C'est pas autorisé parce que, en fait, c'est un compte d'épargne, c'est un compte de saving. Par contre, il y a moyen d'en faire si on suit certaines règles. Puis, on appelle ça la règle du 30 jours. C'est que on peut acheter, on accumule. On peut acheter autant de fois qu'on veut la même action. On peut acheter plein d'actions différentes, c'est pas grave. Mais l'idée dans tout ça, c'est que la journée qu'on va décider de vendre une de ces actions-là, il faut regarder la dernière fois qu'on a acheté. Puis si ça fait moins de 30 jours, il faut patienter. Si ça fait plus de 30 jours qu'on a fait le dernier achat de la même action, à ce moment-là, on peut la vendre. On fait une vente, puis là, ensuite, dès qu'on a fait cette vente-là, on s'abstient de racheter cette même action-là pendant 30 jours. Si on suit cette règle-là, la règle du 30 jours, on ne se fera pas écœurer, on ne se fera pas importuner par l'impôt. Dans le fond, eux autres, là, ils ont bien d'autres chats à fouetter. Puis on est capable de prouver qu'on ne fait pas de day trading, on ne fait pas d'achat-vente à répétition dans la même semaine, même si ce n'est pas du day trading, dans la même semaine, pour générer un vrai revenu. Bon. Ce qui fait qu'on peut faire des swing trading de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois, sans problème. Puis si on le fait sur un paquet d'actions différentes, on peut vendre à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, puis en respectant la règle de 30 jours, mais on change d'action. Donc à ce moment-là, on tweak un peu la patente. Mais techniquement, j'aime bien les longs swing trading dans le CELI. C'est moins de calcul, c'est moins de cassage de tête. Vous allez voir plus tard, il y a un compte vraiment pour faire du swing trading vraiment à court laps de temps qui est beaucoup plus approprié pour ça. Ensuite de ça, les options sont autorisées dans ce type de compte-là. Les ventes à découvert aussi. Quoique j'en ai jamais fait des ventes à découvert dans un CELI. C'est pas mon bag, les ventes à découvert. On ne couvrira pas ça. C'est trop risqué. Il y a trop de leverage, là, il y a trop d'effets de levier. Puis moi, je trouve que c'est trop risqué. Ensuite de ça, le maximum autorisé par année, c'est 7 000 $. Et puis, c'est cumulatif, ce montant-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a un montant d'argent, on gagne à la loterie ou quoi que ce soit, puis qu'on veut mettre cet argent-là, on peut utiliser la plus-value. Okay? On peut utiliser l'espace qu'on a là, dans notre CELI pour mettre un gros montant parce que si on n'a rien mis pendant plusieurs années, ça s'est accumulé. Si on vend durant l'année, mettons qu'on décide de retirer 5 000 $ dans nos CELI, les droits de cotisation, ils ne reviendront pas avant le 1er janvier de l'année suivante. Ce qui fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'accumule, je fais de l'argent dans mon CELI tout au courant de l'année. Puis quand je veux prendre des REER, je transfère un montant de mon CELI à mon REER. Je fais ça en octobre, novembre à peu près. Ce qui fait qu'en janvier, mes droits de cotisation reviennent. Fait que si j'ai pris 5 000 $ de mon CELI, je l'ai envoyé dans mon REER en novembre, j'ai moins 5 000 de droits de cotisation dans mon CELI. Je n'ai pas le droit de remettre de l'argent dans mon CELI. Mais un mois ou deux après, en janvier, mon droit de cotisation va revenir et le nouveau droit de cotisation de l'année suivante, le nouveau 7 000, va venir se rajouter. Fait que c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire ça en fin d'année. Pas attendre trop la fin de l'année parce qu'il y a des liquidations de pertes. Souvent, dans ces temps-là, les gens prennent des pertes qu'ils ont accumulées durant toute leur année. Puis souvent, ça, quand il y a beaucoup de ventes, de pertes en même temps, ça fait baisser le marché.
Puis à ce moment-là, ben, c'est plus intéressant quand on vend, puis que on transfère un CELI, exemple, qui a une plus-value. Mais si jamais votre montant est à perte, on peut le transférer du CELI au REER sans problème pareil. C'est pas un problème. Ensuite de ça, l'autre compte qu'on a, c'est le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. En anglais, ils appellent ça le 401k aux États-Unis. C'est un investissement avec un report d'impôt. C'est un compte d'investissement avec report d'impôt. Ça veut dire que vous mettez de l'argent là pour l'épargne en général. Et puis, les plus-values, les profits générés à l'intérieur de ce compte-là, ben oui, il va y avoir de l'impôt, mais l'impôt va être payable seulement qu'à la sortie. Ce qui fait que si au début, on a mis juste 5 000 dans notre REER, et puis à la fin, ce 5 000-là, il est rendu 50 000, mettons 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, peu importe, dépendamment du rendement que vous avez fait, ben là, l'impôt est dû à la sortie. Fait que ça, c'est important quand vous allez arriver près du temps de votre retraite, ben, de faire les sorties nécessaires d'avance pour éviter de se ramasser avec un gros montant rendu à 70 ans, puis quand vous allez transférer votre REER en fer. Il y a un trop gros montant. C'est important, là, si vous avez de la place dans votre CELI, 10 ans avant l'âge de 70 ans, à 60 ans, et puis que à chaque année, vous voulez décaisser un peu de REER, ben, vous pouvez prendre le montant de votre CELI que vous avez le droit dans l'année, mettons 7 000 $. Vous retirez 7 000 en REER, puis vous le transférez dans votre CELI. À ce moment-là, dès que vous l'avez basculé, oui, vous allez payer un petit peu d'impôt sur votre 7 000, mais ça va éviter de faire d'autres profits. Les profits suivants vont être dans le CELI, donc à l'abri de l'impôt. Fait que c'est mieux de même. Dans certains cas, ça dépend de la situation financière de chacun. Dans le CELI, on peut mettre des actions canadiennes, des actions américaines. Puis dans les deux cas, on peut mettre des FNB, des fonds de commun de placement. Puis là, dans un REER comme ça, étant donné que c'est un régime qui existe aux États-Unis, bien, il y a zéro impôt US à payer. Parce qu'il y a des agreements là, entre les deux pays. Et puis, Mocha, je suis en train de faire mon vidéo, s'il te plaît. Elle a décidé de jouer avec ses ressorts. Le REER, il n'est pas vraiment fait pour faire du day trading, mais on peut en faire, puis on ne se fera pas écœurer en général. Pourquoi? Parce que si on génère beaucoup de profits là-dedans, puis qu'on double ou on triple notre capital, bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir bien de l'impôt à payer. Puis quand on a bien de l'impôt à payer, le gouvernement il aime bien ça, parce que quand on passe à la caisse, bien, ils ramassent leur cote à eux autres, puis c'est bien parfait. Vous pouvez en faire. Vous pouvez acheter le matin, à revendre le soir, racheter le lendemain, il n'y a aucun problème. Ça se fait pas mal. Puis je m'en sers beaucoup aussi. Il n'y a pas de règle de 30 jours dans le day trading, fait que c'est pas compliqué à gérer. On achète, on accumule, on vend, on fait pas mal ce qu'on veut, en autant qu'à la fin, on paye notre impôt. Puis pour le décaisser, bien, il y a des stratégies de décaissement, naturellement. La plus intéressante, c'est qu'on met de l'argent dans notre REER quand on paye beaucoup d'impôts quand on travaille. Et puis quand on veut décaisser les REER, bien, l'idéal, c'est d'attendre qu'on soit retraité ou attendre que notre niveau d'impôt, notre niveau le taux d'impôt à payer, le taux d'imposition par année est baissé. Ce qui fait que si on est à la retraite, ou même quelqu'un qui décide de prendre un an sabbatique, puis qui a zéro revenu durant cette année-là, puis là, il va prendre 25 000 de son REER, il va se trouver à payer le minimum d'impôts. Puis si à l'entrée, bien, il a payé beaucoup d'impôts, puis à la sortie, il a payé moins d'impôts, bien, la différence entre les deux, bien, c'est le profit réalisé à ce moment-là. Vous faites une économie d'impôts. Puis même s'il n'y a pas d'économie d'impôts, bien, si vous avez fait beaucoup d'argent dans votre REER, oui, vous allez payer de l'impôt, mais au moins, vous avez fait de l'argent. Fait que c'est pas négligeable non plus. Ensuite de ça, il faut respecter notre maximum autorisé par année, qui est environ de plus ou moins 18 %.
du revenu brut, moins les cotisations du fonds de pension privé. Comme moi, à la Défense nationale, comme militaire, j'ai un fonds de pension, puis le montant par année que je cotise dans mon fonds de pension fait partie de ce 18 %-là. Il ne faut pas que je prenne 18 % puis que je ne compte pas ça, parce que je vais excéder mon droit de cotisation annuel. Puis si je fais ça, si j'ai des arriérés, des accumulés des années passées que je n'ai pas pris, je suis correct. Mais si à chaque année, j'ai topé mon REER à chaque fois, puis là, j'excède le maximum de 18 % que j'ai droit dans mon année, à ce moment-là, il y a des pénalités de, je pense, 1 % par mois ou quelque chose comme ça. C'est assez salé, là. Fait que c'est important de vraiment s'informer. Nos avis de cotisation annuels nous donnent une idée du montant qui nous reste de disponible en REER à prendre, mais c'est pas toujours à jour. Je pense qu'ils mettent ça à jour une fois par année, puis je pense que c'est en janvier. Fait que rendu au mois de juin ou en septembre, là, je ne suis pas sûr que c'est à jour. Fait que je ne me fierais pas trop là-dessus. Je calculerais ça moi-même pour être certain. Maintenant, un tout nouveau compte, que ça ne fait pas super longtemps que ça existe, le CELI App. C'est une contraction de CELI et accession à la première propriété. Dans le fond, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'accession à la première propriété. En anglais, ils appellent ça le FHSA, First Home Saving Account. Ça, c'est le fun, c'est très, très le fun. Ça combine les effets du CELI et du REER en même temps. Le meilleur des deux mondes, c'est merveilleux. C'est des investissements qui sont exemptés d'impôts, comme le REER. Quand vous mettez de l'argent dans votre CELI App, ça compte comme une cotisation REER. C'est pas une cotisation REER, c'est comme une cotisation REER au niveau fiscal, mais c'est sa propre règle. Vous avez le droit à un montant par année qu'on va venir plus tard, on va y voir plus tard, et puis ça ne touche pas à vos cotisations REER. Ça veut dire que si vous avez déjà rempli vos REER, c'est d'autres cotisations. Vous pouvez remettre de l'argent dans votre CELI App, puis ça ne touche pas. Ça nuit pas, là. Dans le fond, c'est un compte pour mettre de l'épargne de côté, à l'abri de l'impôt, qui vous donne un retour fiscal à la fin de l'année, comme un REER. Mais si, au bout de 5 ans, 10 ans, vous décidez d'acheter une première propriété, où je pense qu'il y a certains terrains, là, je pense que les terrains sont comptés là-dedans aussi, puis que c'est notarié, tout ça, vous pouvez vous servir de ça, puis à ce moment-là, la plus-value, vous n'allez pas payer une scène d'impôt là-dessus, au même titre que le CELI. Donc, ça combine les bienfaits du CELI et du REER. Là-dedans, on peut y mettre des actions canadiennes, actions FNB, des fonds communs de placement. Comme j'ai dit tantôt, c'est un peu moins populaire, mais on peut en mettre. Dans le CELI App, on ne peut pas mettre d'actions US. Moi, quand j'ai créé mon CELI App, ils ont juste une ligne, c'était ligne canadienne. Il n'y a pas de portion US, fait qu'on ne peut pas acheter aucune action US là-dedans. Par contre, il y a un petit truc là. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'acheter l'action US, on achète le fonds canadien en argent canadien de la même action. Exemple, Netflix. Le symbole, c'est NFLX-C, trait d'union C, dans Disney là, pour Canadiens, ou dans les autres plateformes de trading, c'est NFLX.TO pour Toronto. À ce moment-là, au lieu d'acheter la version américaine, on achète la version canadienne. Ils suivent le même graphique. Normalement, ils sont beaucoup moins chers. Au lieu que l'action, exemple de Netflix, soit 600 $, elle va être comme 30 ou 40 $. Et puis, mais elle est en argent canadien. Fait que si l'argent canadien monte ou descend, il va y avoir une petite fluctuation par rapport à l'action américaine. Mais c'est pas grave, c'est négligeable. Et puis, ça nous permet d'acheter des actions de Netflix, Microsoft, Apple, il y en a plein comme ça. C'est pas toutes les actions qui sont offertes, mais il y en a beaucoup. Mais on peut les acheter dans la portion canadienne, en argent canadien. C'est certain que les journées que la bourse américaine est fermée, même si ces actions-là sont dans un compte canadien, je pense qu'il n'y aura pas de transaction. Là. Ça ne bougera pas. Ça ne fluctuera pas parce que le fonds canadien va s'ajuster à l'action américaine, puis ça va suivre. La seule différence, c'est le taux de change. Dans le CELI App, c'est comme le CELI, zéro trading autorisé, sauf qu'on peut faire avec la règle du 30 jours
des swing trading intelligents que j'appelle, là, où on accumule, puis on peut vendre plus tard, mais c'est un compte très intéressant. Vous irez lire là-dessus. Moi, je vous donne juste les grandes lignes, hein? Puis vous irez approfondir, vous irez faire vos devoirs si ça vous intéresse, mais au moins sachez que ça existe parce que ça a été créé, ça fait 1 an ou 2, puis 2 ans, puis je pense qu'il y en a qui ne savent même pas que ça existe encore. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Les options sont autorisées, puis la vente à découvert, je ne crois pas qu'elle soit autorisée également, mais étant donné que j'en fais pas, je ne peux pas vous le confirmer. On a un max de 8 000 $ par année qu'on peut mettre dans le CELI App. Et un maximum de 40 000 $ à vie. Quand on a topé notre 40 000 $, mettons qu'on fait 5 années d'affilée, 8 000 $, on arrive avec notre 40 000 $, on ne peut plus mettre une scène là-dedans. Par contre, le 40 000 $, lui, s'il monte à 200 000 $, pas de problème. Si on vend à la fin pour acheter une maison, il n'y a pas d'impôt à payer. Si jamais on décide de ne pas acheter de maison, au bout de 15 ans, ce qui va arriver, c'est que notre CELI App va se convertir en REER, en épargne enregistrée, régime enregistré d'épargne retraite, en REER. Puis si on n'a plus de cotisation REER, c'est pas grave, ça va rajouter des cotisations REER. Fait que dans le fond, il n'y a aucune excuse à ne pas prendre de CELI App si vous avez l'intention de faire de l'épargne, puis que votre CELI y est plein, votre REER y est plein. Même dans certains cas, c'est mieux de privilégier le CELI App avant le CELI puis le REER. Parce que de toute façon, au bout de la ligne, si vous ne l'utilisez pas, ça va se transformer en REER. Fait que, mais si jamais vous décidez au moment que vous voulez mettre de l'argent là-dedans, vous n'avez pas l'intention d'acheter une maison, mais 5 ans plus tard, vous avez le goût vous prend, mais vous aurez 5 ans de contribution de fait. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre le 8 000 par année, là. Vous pouvez mettre 2 000 une année, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez reporter pas plus que 2 ans. Exemple, la première année, vous ne mettez pas 8 000, vous mettez juste 6 000 parce que vous avez juste 6 000. Bien, l'année suivante, vous allez avoir votre nouveau 8 000 $ qui va rajouter, plus le 2 000 de l'année passée que vous n'avez pas pris. Fait que l'année suivante, vous allez pouvoir prendre 8 plus 2, 10 000. Puis là, vous allez être à jour. Le total de vos 2 années va faire 8, 8, 16, vous allez être correct. Même chose, si vous voulez mettre juste 2 000 $ par année, bien, vous pouvez mettre 2 000 $ par année, puis jusqu'à temps que vous allez avoir 40 000 d'accumulés. À partir de 40 000, vous ne pouvez plus en mettre ces gelés-là. Avant ça, avant que le CELI App arrive, il y avait le RAP, le régime d'accession à la propriété. Ça existe toujours. Ça, c'est bon pour la première maison ou si vous avez été 7 ans sans avoir de maison à votre nom. Fait qu'à ce moment-là, si vous avez déjà eu une maison, vous l'avez vendue, puis il y a plus que 7 ans, bien, vous pouvez refaire un wrap, vous pouvez wrapper de nouveau, qu'on appelle, et vous pouvez wrapper en même temps que le CELI App. C'est 2 choses séparées. Vous pouvez faire un wrap et faire un retrait de votre CELI App. Vous pouvez faire ça les 2 en même temps. Puis la seule chose, c'est que le CELI App, vous n'avez pas besoin de rembourser, tandis que le RAP, bien, vous êtes obligé de rembourser les retraits. Là, au maximum 15 ans plus tard, vous êtes obligé de les rembourser. En fait, vous avez 15 ans pour les rembourser, c'est ça. Chaque année, là, si vous ne le remboursez pas, ce qui va arriver, il va y avoir un montant qui va être mis sur votre rapport d'impôt pour se rembourser à chaque année automatique. C'est le fisc qui va faire ça, inquiétez-vous pas. Eux autres, ils ne l'oublieront pas si vous l'avez oublié. Dans les comptes comptants, c'est ça. Compte comptant, compte marge, personnel. C'est pas des comptes enregistrés, comme le CELI et le REER. Souvent, c'est des comptes quand votre CELI, votre REER est plein, puis vous avez d'autres revenus. Mettons, vous vendez une propriété à revenus, vous avez un montant de capital qui vous arrive, vous ne savez pas quoi faire. Bien, vous remplissez votre CELI, vous remplissez votre REER. Le REER va vous aider à sauver de l'impôt sur le gain de capital. Le CELI, bien, vous ne payerez pas d'impôt sur les produits, les intérêts faits à l'intérieur. Mais si le montant est trop élevé, puis votre CELI, votre REER y est plein, votre CELI App y est plein, supposons que votre 8 000 y est donné cette année-là, puis vous le mettez à chaque année, fait qu'il n'y a pas d'accumulé. Bien, à ce moment-là, on fait quoi avec l'argent? On met ça dans un compte comptant ou un compte marge.
C'est deux comptes différents. Le compte comptant, bien, si vous mettez un certain montant, vous pouvez acheter des actions pour la totalité du montant que vous avez mis dedans, point à la ligne. Le compte marge, lui, ce qu'il va faire, c'est un peu comme une marge de crédit à l'intérieur d'un compte comptant. Ce qui fait que à chaque fois que vous allez vous allez acheter des actions, bien, l'action, elle va être cataloguée par votre firme de broker. Puis, exemple, là, les actions de 5 $ et plus. Si vous achetez du Microsoft, une action à 300 $, bien, il y a 70 % de la valeur de l'action qui va être mis disponible sous forme de marge pour racheter d'autres actions. Si votre action achetée est entre 3 $ et 5 $, c'est 50 %. Puis si c'est inférieur à 3 $, il n'y a aucune marge, il n'y a aucun effet de levier qui est rajouté. Ce qui fait que vous pouvez vous ramasser, comme moi, avoir un montant de capital et vous avez presque le double des actions d'acheter parce que vous avez acheté avec la marge disponible. C'est très le fun parce que ça vous donne un levier, puis vous pouvez faire plus d'argent avec ça. Par contre, c'est dangereux, mais c'est intéressant aussi. Fait qu'il faut juste savoir que quand les marchés vont tomber, exemple, puis ça arrive toujours, à un moment donné, il y a une baisse, bien, si vous êtes sur la marge, votre montant disponible de marge va diminuer. OK? Puis, rendu à un certain seuil, si vous n'avez pas vendu pour remettre votre marge dans une bonne position, bien à ce moment-là, la banque, pas la banque, mais l'institution financière, le broker, OK, peut décider de vendre n'importe quelle de vos positions à perte ou à gain, eux autres, ils s'en foutent, pour que la marge revienne avec une sécurité. Je pense qu'il y a un 10 % de sécurité minimale, on ne peut pas descendre en bas de ça. Ce qui fait que soyez conscient que si ça descend, bien, vendez vous-même l'action que vous voulez pour remettre votre marge à niveau avant que ce soit eux qui le fassent, puis que ce ne soit peut-être pas celle, mettons qu'il y en a une que vous êtes en plus 12 %, puis que vous auriez voulu vendre celle-là pour encaisser le 12 % puis que la marge redevienne dans le normal, puis vous laissez la banque faire, bien, la banque, elle peut décider de vendre une que vous êtes à moins 15. Puis ça, vous, dans votre tête, vous vouliez attendre que ce moins 15-là devienne un plus 10 ou un plus 5 avant de le vendre. Bien là, si vous avez laissé l'institution financière, le broker faire, la firme de courtage, bien à ce moment-là, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Puis des fois, ça ne fera pas nécessairement votre affaire. Bon, mais sachez que c'est comme ça qu'une marge fonctionne. Dans le compte comptant et le compte marge, on peut acheter n'importe quoi. Des actions canadiennes, des actions américaines, des FNB, des fonds communs de placement. Sachez que c'est la même chose que dans le CELI pour les actions US. Si vous avez des actions à dividendes, bien, vous allez avoir un 15 % d'impôt à payer. Fait que moi, je suggère d'acheter dans la portion US des actions pas de dividendes pour faire de la plus-value. Et si vous voulez avoir des dividendes, bien, prenez-le dans votre portion canadienne. À ce moment-là, vous allez soit que vous prenez des actions canadiennes à dividendes ou des actions US avec le twist, là, le point TO, là, qui sont en argent canadien dans votre portion canadienne. À ce moment-là, vous évitez ça. Le day trading est autorisé et même c'est fait pour ça, un compte marge et un compte comptant. Vous pouvez faire du day trading, il n'y a pas de règle de 30 jours. Vous pouvez acheter, accumuler, faire du day trading, du swing trading, du scalping. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Mais à chaque fois que vous faites un move, il va y avoir du gain de capital ou des dividendes là, à payer. Si vous tradez de façon parcimonie comme ça, vous avez un compte marge ou un compte trading, mais vous tradez occasionnellement, vous pouvez, au niveau fiscal, le passer en dividende et puis à ce moment-là, vous êtes correct. Mais si vous faites du day trading à côté, vous allez probablement être obligé de déclarer des profits d'entreprise. À ce moment-là, ça veut dire que chaque dollar est imposé. Pas comme le gain de capital. Le gain de capital, vous avez un 50 % qui est exonéré, puis l'autre 50 % que vous payez, vous allez payer de l'impôt sur votre revenu à vous, rajouté à votre revenu à vous. C'est ça. Donc,
c'est un peu moins intéressant au niveau fiscal, mais si vous avez 0 revenu, puis que votre profession, c'est être trader, être boursicoteur, comme il y en a qui font, puis qui font 100 000 par année, bien, vous allez payer votre impôt comme tout le monde. Mais votre 100 000, au lieu de l'avoir gagné à travailler pour un employeur ailleurs, vous allez l'avoir fait chez vous, dans votre maison ou dans votre VR ou peu importe en voyage à l'extérieur du pays, vous allez l'avoir fait où vous allez avoir été. Et no matter what, vous allez payer vos impôts. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je dis toujours, moi je rêve tout le temps de payer $1 million de dollars en impôts. C'est mon rêve. On peut s'ouvrir un compte marge ou un compte comptant dans une compagnie. Ce que moi j'ai fait, et ça devient très, très, très intéressant pour ceux qui veulent faire un revenu, parce que les incidences fiscales, là, les exemptions fiscales sont beaucoup plus élevées et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus payant de le faire comme ça. Par contre, oui, il faut se créer une société incorporée, il y a des frais pour ça, ça coûte plusieurs milliers de dollars par année pour faire l'impôt par un comptable agréé, tout ça, parce qu'on ne peut pas juste faire ça avec un petit logiciel quand on est incorporé. Mais vous pouvez être enregistré aussi pour avoir un compte de trading de compagnie. Vous n'êtes pas obligé d'être incorporé. Ce que vous allez faire dans vos comptes marge, comptants et de compagnie, ça va être du revenu d'entreprise à 100%. Là, vous ne pouvez pas choisir de trader juste occasionnellement puis de déclarer un gain de capital. C'est automatiquement du gain d'entreprise 100% imposé parce que c'est fait pour générer un revenu constant. Votre compte, si votre compagnie elle est enregistrée, bien, vos gains que vous allez faire, si vous faites 20 000 dans l'année en faisant du trading, bien, ça va être rajouté à vos gains personnels. Fait que si vous avez déjà un emploi, puis vous faites ça on the side, bien, ça va être rajouté à votre gain actuel. Naturellement, qu'il n'y aura pas d'impôt qui va avoir été payé là-dessus. Fait qu'à la fin de l'année, vous allez devoir payer l'impôt, le manque à gagner d'impôt, pour le montant que vous avez fait durant l'année. Même chose si vous avez fait des pertes. Les pertes, vous pouvez les passer contre vos revenus que vous avez fait avec votre autre emploi. La portion la plus intéressante, c'est quand vous avez une compagnie incorporée, comme moi j'ai. À ce moment-là, les gains, c'est des gains propres à la compagnie. Ça n'affecte pas vos revenus personnels si vous avez des revenus personnels ailleurs, si vous êtes sur le chômage ou peu importe. Ça n'affecte rien parce que la compagnie, elle a son propre entité, puis les revenus générés vont être dans la compagnie. Ce qui va changer après, c'est si vous sortez de l'argent de la compagnie, là, il peut y avoir une certaine incidence. Les gains imposables dans une compagnie sont très avantageux. C'est à peu près 20%, 21%, là, dépendamment là, des montants et tout ça. Mais en général, ça tourne autour du 20%, au lieu de 32, 35, 37, 40% comme si vous seriez salarié, exemple. Fait que c'est beaucoup plus avantageux. Les frais de transaction, les frais d'intérêt de marge, les dépenses pour la formation, pour apprendre à trader, les outils de trading comme moi, mon TradingView, mon outil de trading là, graphique que je paye à chaque année, c'est tout déductible d'impôt. Ça devient des dépenses d'emploi. Fait que vous gardez tous vos reçus, puis vous pouvez les mettre contre vos gains, puis c'est tout déductible d'impôt. Ce qui devient très intéressant parce que pour devenir un bon trader, là, vous pouvez dépenser là, plusieurs milliers de dollars. Là. Moi, je pense que je suis aux alentours de 5 000 $ de formation de prix à venir à date. Puis suite à ça, après, bien, il peut y avoir des outils comme TradingView qui est entre 5 et 800 $ par année, plus d'autres services là, qu'on peut prendre. Là. Ça n'a pas de fin. Ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin comme outil pour travailler. Vous en avez besoin de beaucoup ou vous en avez besoin de peu. Bon, certains outils sont avantageux parce qu'ils permettent une meilleure compréhension, comme TradingView, exemple. Ça permet d'analyser les graphiques, calculer le pourcentage automatique entre un point là et un point là, enregistrer des commentaires, faire des dessins sur le graphique, l'enregistrer pour plus tard. On peut faire nos propres listes d'actions favoris à suivre. On peut ouvrir 12 000 fenêtres en même temps puis comparer toutes les actions. On peut avoir une fenêtre qui est
par année, une fenêtre par mois, une fenêtre pour la journée, une fenêtre aux 5 minutes. C'est tout configurable, là, ça n'a pas de fin. Vous pouvez suivre une formation là, uniquement pour apprendre comment TradingView fonctionne. Mais après, un coup que vous avez un outil puissant comme ça, ben, vos trades sont plus efficaces, vous êtes en mesure de comprendre plus rapidement. Ceux qui sont visuels comme moi, là, ben, tout de suite en voyant votre graphique, vous savez tout de suite. Des fois, les plateformes de trading, là, c'est pas à jour, il y a 15 minutes de décalage, vous n'êtes pas live, tout ça. Tandis qu'une plateforme comme TradingView, quand vous payez pour avoir les données de marché en direct, c'est live, là, même avant le début du marché, en pre-market puis en after-market, en après-marché. Tout est live. C'est vraiment, quand vous pèsez sur le bouton, vous avez le bon prix qui affiche. Des fois, avec Desjardins, là, c'est le prix de 10 minutes parce qu'il se refait juste au bout de 15 minutes. Fait que moi, je trade avec ces plateformes-là, Desjardins, mais pour avoir les prix, j'ai toujours mon TradingView d'ouvert. Fait que quand je vais avoir le vrai prix, je regarde le vrai prix qui est là. À ce moment-là, il n'y a pas de cachette. Au niveau du compte de compagnie, vous pouvez faire des actions. Vous pouvez faire des actions à découvert. Ça, c'est fait pour ça. Puis, l'affaire qui est le fun de tout ça, c'est que les profits restent dans la compagnie. À ce moment-là, quand vous voulez retirer, ben, dépendamment de la position de la compagnie. Si la compagnie est à jour puis qu'elle n'a pas de négatif, elle n'a pas de perte accumulée, à ce moment-là, ben, vous allez retirer. En fait, ça marche en 2 étapes. Je ne vais pas mêler les gens, là. Vous faites du profit dans la compagnie. La compagnie va accumuler un certain profit et des pertes. À la fin de l'année, le total des pertes et des gains vont être accumulés. Puis si la compagnie a fait une plus-value de X, ben, il va y avoir de l'impôt là-dessus. Si elle a fait une perte, ben, ces pertes-là vont pouvoir être reconduites à plus tard. Bon, ensuite, dans un deuxième temps, si vous voulez retirer de l'argent de cette compagnie-là, bien là, vous, en tant que propriétaire, vous allez retirer un certain montant. Le montant que vous allez retirer de la compagnie, lui, il va falloir que vous le déclariez sur vos revenus personnels. À moins que la compagnie vous doive de l'argent. Comme moi, la compagnie, j'ai un dû à l'actionnaire élevé dans ma compagnie, puis tant et aussi longtemps que ce montant de dû à l'actionnaire-là ne sera pas écoulé, bien, quand je retire de l'argent, ça fait juste baisser ce montant-là, puis c'est pas considéré comme un revenu. Fait que c'est très, très, très avantageux. J'ai ma compagnie depuis 1996, j'ai jamais eu d'impôt à payer personnel, j'ai jamais vraiment retiré de l'argent, ça s'est toujours accumulé, mais là, je vais commencer à en retirer bientôt. En fait, j'ai déjà commencé, ça fait 2 ans. Puis là, je suis sur les pertes de la compagnie. Puis quand les pertes vont avoir terminé, à ce moment-là, je vais utiliser le dû à l'actionnaire. Et puis, au final, je vais sûrement payer de l'impôt à un moment donné, mais pendant quelques années, je vais avoir des exemptions. C'est un peu à ça que ça sert la compagnie. Même chose, c'est dangereux, puis c'est pas dangereux. Si vous avez plusieurs secteurs d'activité au niveau de la compagnie, et puis que la compagnie fait un mauvais move, elle a une poursuite ou quoi que ce soit, puis que là, la compagnie est dans le trouble financièrement, puis qu'elle est obligée de faire faillite, de fermer ses portes, bien là, tout l'argent que vous aviez tradé dans la compagnie, vous la perdez. C'est le danger de la chose aussi, là, parce que ça fait partie de n'importe quel autre revenu que la compagnie aurait fait, comme si elle avait eu un gros contrat lucratif, puis maintenant ce contrat-là, vous le perdez, bien, ça peut vous mettre dans le trouble. Fait que si votre trading, comme moi, la compagnie, je fais presque uniquement que du trading maintenant que les machines distributrices sont vendues. Je fais presque plus de commerce en ligne. Fait que 98% de tous mes revenus de la compagnie, c'est du trading actuellement. Donc, tout est correct, là, moi, de mon côté. Là. Je peux pas avoir quelqu'un qui me poursuit pour un contrat ailleurs. J'ai pas d'autres activités. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus safe. Mais je parle de ça. Si vous faites du trading dans votre compagnie et que vous avez déjà 1 ou 2 ou 3 secteurs d'activité autres, bien à ce moment-là, sachez que si vous accumulez beaucoup d'argent dans la compagnie avec le trading, ben cet argent-là n'est pas à l'abri si la compagnie a une poursuite ou est dans le trouble ou vous devez fermer les portes ou quoi que ce soit. C'est juste le bémol que je voulais faire à cet effet-là. Puis aujourd'hui, là, ce que je vous donne
ce que je vous donne là-dessus, là, ben, je suis pas un professionnel. Hein. Je l'ai appris avec le temps, je l'ai appris à la dure, j'ai perdu de l'argent au début, je me suis formé, j'ai fait de la formation. Maintenant, je sais ce que je fais. Puis je vous invite à faire la même chose. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste vous montrer que ça existe de pouvoir gagner sa vie en tant que trader, en tant que boursicateur, en étant nomade. Puis si vous avez l'intention de faire ça, ben, allez vous chercher de la formation, allez vous renseigner. Exemple, bourse101.com. J'ai commencé avec Normand Lamoureux et puis c'est très, très, très bien fait, ces formations. La première formation de base, elle est gratuite. Suite à ça, quand vous voulez suivre d'autres formations, vous allez payer un montant, mais sachez que le montant de la formation que vous allez prendre, ça va vous faire sauver énormément d'argent par rapport à si vous faites des erreurs puis vous perdez de l'argent. Ensuite, Cobalt Investissement, ça se trouve à être la compagnie avec laquelle je fais affaire présentement. C'est comme un peu l'université de la bourse pour moi. C'est vraiment le top niveau, là, la Ligue nationale des formations. Puis, soit dit en passant, je ne suis pas là pour vendre de la formation. Là. Si jamais vous dites que c'est Eric qui vous envoie, tout ce que ça va me donner, c'est quelques mois gratuits au niveau des services, puis c'est tout. Là. Je veux dire, je ne serais pas riche avec ça. Puis, ils font des séminaires d'information une fois par 2-3 mois habituellement. Ça dure 1 heure et demie. Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Puis, suite à ça, si le style d'enseignement vous intéresse, parfait. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'y allez pas, tout simplement. Puis, mais que ce soit cette compagnie-là ou d'autres compagnies, faites attention. Il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent l'impression que vous allez rouler en Mercedes ou rouler en Ferrari dans 6 mois. Quand eux, le seul argent qu'ils font, c'est les formations parce qu'ils n'en font presque pas de trading. Un bon trader, là, il ne fera pas ben de formation parce qu'il n'a pas le temps. Il se concentre sur son trading parce que c'est ça qui est payant. Ceux qui mettent la totale ces formations, là, je mettrais ma bémol un peu sur l'efficacité de leur trading. Par contre, s'ils sont capables de faire les deux, ben chapeau. Les petits trucs pour payer moins d'impôts quand on est nomade, puis on est aux États-Unis, puis il faut payer des dépenses en US, ben ce qu'on peut faire, c'est se créer un compte en argent US. Puis à la bourse, ce qui est le fun, c'est que c'est séparé en deux. Vous avez votre portion canadienne et votre portion US. Moi, présentement, ma portion canadienne, si je veux retirer de mon compte canadien, ben ça va s'en aller dans mon compte de banque. Ça part de mon compte de courtage canadien, ça s'en va dans mon compte de banque canadien. Par contre, si je retire des actions américaines, avant, quand je n'avais pas de compte US, ce qu'il faisait, c'est que je transférais de l'argent du compte US au compte canadien. Je vendais les actions, là. Puis 2 jours après, quand l'action était dégelée, je vendais. Là, il y avait une conversion d'argent en US en canadien qui se faisait. Je retirais l'argent dans mon compte canadien, qui s'en allait dans mon compte de banque canadien. Ça, c'était normal quand j'étais ici. Mais si j'étais aux États et j'ai besoin de l'argent américain, c'est stupide de payer avec une carte de crédit canadienne, de la rembourser avec une carte de crédit canadienne, puis d'être obligé de faire cette manigance-là, là, de prendre l'argent US, converti en canadien, transféré dans un compte canadien, payer la carte de crédit canadien, qui a servi à payer des trucs en US. Fait que là, on se trouve à avoir 2 échanges d'argent, puis on perd de l'argent. Là. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on sauve un compte en argent US et une carte de crédit associée à ça en argent US. Fait que quand on est aux États, on paye tout avec la carte de crédit US. La carte de crédit US, elle est remboursée avec le compte US. Puis le compte US, on met de l'argent comment dedans? Bien, quand on vend nos actions US, on les transfère dans un compte de banque quand on fait un retrait, mais un compte de banque US. Fait que là, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de frais de conversion. On vend l'action US, on transfère dans un compte US et on paye une carte de crédit US. Donc, on est tout en US. Il n'y a pas eu de conversion d'argent nulle part là-dedans. Fait que c'est super le fun. C'est sûr que c'est une certaine gymnastique de gérer des cartes de crédit US, des cartes de crédit canadiennes, mais si on veut éviter de perdre de l'argent dans les conversions, ben c'est comme ça qu'il faut faire.
Puis on peut payer nos dépenses courantes, notre épicerie, l'essence, des trucs comme ça, là, direct en argent US comme ça. Sinon, si on ne veut pas faire ça, puis on trade juste dans des comptes canadiens, ben, il y a certaines cartes de crédit canadiennes que quand on achète en devise US, il n'y a pas de frais de 2,5 %. Ou des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des points en argent, une remise en argent qui équivaut au montant du frais de conversion, ce qui fait que ça s'annule. Comme Rogers, ils font ça. Ils ont un frais de conversion de 2,5 % sur la carte Mastercard World Elite, mais ils ont 3 % de crédit en argent qu'ils donnent. Fait que vous êtes gagnant de 0,5 quand vous achetez en US avec la carte canadienne. Fait que libre à vous, là, dépendamment vos placements sont où, puis vous avez besoin de payer en canadien ou en US. À ce moment-là, c'est une autre façon de faire. Mettons que vous avez un compte de banque en US. Vous avez un compte de banque US, point. OK? Là, vous avez une carte de crédit US, c'est ça. Fait que vous payez vos trucs en US avec la carte de crédit. Vous voulez rembourser la carte de crédit avec le compte de banque. Mais là, vos placements sont tous en canadien. Fait que là, vous êtes mal pris. Là. Il faut mettre de l'argent dans le compte de banque US. Mais comment est-ce qu'on fait si on ne veut pas payer la totale? Parce que quand on va déposer de l'argent canadien dans un compte US, ils vont nous charger leur taux de change à eux, puis ça coûte cher habituellement. Bien, il y a des compagnies aftermarket comme Knightbridge, il y en a beaucoup d'autres, mais Knightbridge, ils le font. Knightbridge, c'est une compagnie canadienne, puis ils vont vous prendre comme 0,5 % pour convertir versus des frais de 2,5 % normalement. C'est très, très, très intéressant. Un coup, vous êtes enregistré à Knightbridge, ça prend quelques heures, puis votre argent est échangé. Par contre, je pense qu'il y a une limitation. Vous êtes obligé de faire un minimum de 2 000 $. Vous ne pouvez pas changer 500 $ ou 1 000 $. Je pense que c'est 2 000 $ minimum à chaque fois. Mais c'est super intéressant parce que ça coûte comme 0,5 %. Puis ça se fait tout automatique. Là. Un coup, vous êtes tout enregistré. Là. Si vous voulez faire échanger de l'argent, vous payez sur le bouton. Puis je pense que dans la même journée, votre argent est converti. Puis vous pouvez dire, un coup que l'argent est converti, ben prends-la dans ce compte-là, puis envoie-la dans ce compte US-là. Puis dès que c'est fait, bien, vous pouvez faire votre remboursement de carte de crédit à ce moment-là, ou aller dans un guichet avec votre carte de guichet du compte US que vous avez, et vous pouvez retirer. Je mets un bémol sur les comptes américains, les comptes qu'on parlait là. Autant le compte américain de carte de crédit ou le compte américain de compte de banque, faites attention. Parce que si vous faites affaire avec une compagnie, une institution financière canadienne, puis vous leur dites « je veux un compte en US », vous êtes soumis aux lois et protégé par les lois canadiennes, ce qui est formidable. Comme ça, si jamais vous êtes aux États-Unis, puis il y a une fraude avec votre carte de crédit, ou au Mexique, puis il y a une fraude avec votre carte de crédit, vous ne serez pas tenu responsable de la fraude. La compagnie, l'institution financière va absorber ça comme une fraude canadienne. Par contre, aux États-Unis, certaines banques, c'est des banques privées, puis ne sont pas backées par le gouvernement, ce qui fait que si vous avez une carte de crédit d'une banque américaine, puis que vous avez une fraude, ça se peut qu'à un moment donné, si la banque n'est pas suffisamment solide, qu'elle vous dise « ben c'est de ta faute, puis nous autres, on ne paye pas ça », tu es responsable de payer le 3, 4, 5 000 $ de fraude qui a passé dans ton compte. Puis là, vu qu'on est Canadien, puis qu'on n'a pas... on n'est pas Américain, ben commencer à se battre avec une compagnie américaine, là, eux autres le savent, puis nous autres, on le sait que c'est très difficilement faisable ou c'est très coûteux le faire. Fait qu'on perd nos protections. Fait que moi, je vous suggère fortement de faire affaire avec une compagnie canadienne, québécoise, au moins canadienne, du moins. Pas nécessairement québécoise, mais du moins canadienne, pour avoir la protection du Canada. Vous faites expliquer tout en français, toute votre documentation va être en français. Si vous faites affaire avec une banque US, tout va être en anglais. Puis des fois, lire des pages et des pages de modalités, puis avant de signer, puis dire « je suis en accord avec vos politiques ». Si vous ne comprenez pas à 100%, ça peut être tricky un peu, puis vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses.
Je l'ai déjà dit, je le répète, je ne suis pas planificateur financier, je suis ni un comptable ni un fiscaliste. Je vous parle simplement de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de ce que je fais. Puis je vous recommande de contre-vérifier avec un spécialiste, puis de faire des formations. C'est la meilleure affaire. Ça va vous donner de la confiance, vous allez développer votre style de trading, puis c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Puis il n'y a pas de recette miracle, là. Devenir riche en n'étudiant pas, et en mettant pas les efforts pour apprendre, on ne peut pas arriver devant l'ordinateur et de faire des miracles dans une journée. Par contre, quand on a investi 3, 4, 5 ans en formation, en expérience, puis tout ça, on s'assied devant l'ordinateur. Moi, je peux en 1 heure faire quelques cents dollars, 1000 dollars peut-être. Si je suis chanceux cette journée-là, si je trade les bonnes actions, je prends les bonnes décisions, ça peut être très lucratif dans un court laps de temps. Puis quand on comprend ce qu'on fait, c'est génial. On va en reparler un petit peu plus tard. Là, c'était surtout pour les différents types de comptes, là. Je suis allé gratter large un peu, mais c'était pour vous mettre en contexte aussi pourquoi que c'est important de choisir les bons comptes pour les bons types de trading. Si vous voulez faire des dividendes, ben je vous suggère compte canadien, dividendes canadiennes, REER, vous pouvez y aller REER canadien, REER US pour les dividendes. Puis si vous voulez faire du day trading, compte marge de compagnie ou compte comptant de compagnie, c'est parfait. Si c'est du day trading occasionnel, compte REER, c'est correct. Mais si vous en faites à côté, ben c'est mieux d'avoir un compte marge vraiment puis d'être à jour. De toute façon, l'impôt que vous ne payez pas dans votre REER, vous faites juste gonfler la balloune puis vous allez la payer plus tard. Fait que dans le fond, si vous le faites dans votre compte comptant, puis que vous faites 5 000 durant une année, bien, vous allez payer votre impôt sur ces 5 000 $-là, puis après ça, vous allez avoir la paix. Tandis que si vous le faites dans un REER, bien, ces 5 000 $-là va peut-être devenir 30 000 20 ans plus tard. Mais vous allez payer de l'impôt sur 30 000 aussi. Fait que, toute proportion gardée, là, ça dépend. À moins qu'à la sortie, vous savez que vous allez vous retirer 5 ans plus tôt, puis vous allez avoir zéro revenu pendant ces 5 ans-là, puis là, vous voulez tout retirer vos REER. Ça peut être une bonne stratégie d'y aller all-in pour les REER. Autrement, des fois, c'est un cadeau empoisonné de trop avoir des gros REER, puis de ne pas être capable de les retirer sans trop payer d'impôt à la sortie. Des fois, on arrive à 70 ans, on est mal pris, puis là, le fer embarque. Le fer, c'est les rentes, les REER qui sont convertis en rente automatique à l'âge de 70 ans. Nous, au Canada, c'est ça. Puis, no matter what, même si tu n'as pas le choix, il y a un montant par année qui va être sorti de tes REER puis imposé à chaque année. Il va devenir une rente viagère. Puis ça, tu n'as pas le choix de faire ça. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux avoir le contrôle, retirer mes REER avant, payer l'impôt selon la stratégie que je veux. Puis rendu à 70 ans, bien, à ce moment-là, je vais en avoir moins. Puis il y a un minimum de fer que quand on retire juste le minimum, on ne paye pas d'impôt. Fait que si on se ramasse qu'on a un petit REER à la sortie, puis que c'est couvert par notre exemption annuelle, on va se trouver une petite rente qui va rentrer à 70 ans, puis on ne paiera pas d'impôt là-dessus. Fait que c'est parfait. Je voulais vous prouver qu'il est possible de générer un salaire grâce au trading sur la route en étant nomade. Ces informations peuvent vous aider ou aider d'autres personnes. Bien, c'était le but de cette vidéo-là. Alors, je ne vous ai pas montré, je voulais vous montrer ma plateforme de trading puis tout ça, puis vraiment la vidéo, là, il arrive à quasiment 1 heure. C'est sûr que je n'aurai pas le temps de faire ça. Fait que, écoutez, quand on va parler des styles de trading plus tard, je vais vous montrer mes différentes plateformes, mon logiciel TradingView, puis tout ça. À ce moment-là, vous allez tout avoir à ce moment-là. Mais pour l'instant, au moins, vous allez avoir la base. Puis, parce que, tu sais, avant de commencer à construire la maison, il faut que les fondations soient solides. Bien, les différents comptes, c'est ça qui est important. Si vous voulez trader dans un compte de compagnie, puis votre compagnie n'est pas créée, bien, c'est important de créer la compagnie, ouvrir le compte de banque après ça, ouvrir un compte de trading au nom de la compagnie, puis là, vous allez être prêt à aller plus loin au niveau de votre trading. Même chose si vous voulez tout retirer vos CELI, retirer vos REER, retirer vos CELIAP de votre institution financière, bien, il faut vous ouvrir les mêmes comptes
dans une plateforme de courtage en ligne et ensuite faire les transferts de votre institution financière à la plateforme de trading. Puis là, après ça, vous allez être capable de gérer vos propres trucs vous-même. Mais tout ça, c'est prendre de l'organisation, faut être structuré, puis il faut être discipliné. Parce que quand on est suivi par un gérant de banque, on n'a peut-être pas les meilleurs conseils en ville, mais et le meilleur rendement, mais eux, ils voient à ce que votre argent soit bien placé et en sécurité parce que c'est leur revenu à eux autres. Quand vous gérez ça, quand vous faites de l'autogérance, vous gérez ça vous-même, ben si vous êtes laxisme ou vous ne faites rien, ben c'est vous qui allez faire moins de rendement ou vous allez perdre des opportunités. Puis si vous êtes très proactif, ben c'est vous qui allez avoir toute la plus-value. Puis vous allez être fier. Quand vous allez regarder votre compte de banque, vous allez dire, votre compte de trading, puis vous allez dire, cette année, j'ai un de mes comptes qui a fait du 85 % ou qui a fait du 125 %. Oui, c'est possible. Même si des gens vous disent que c'est pas possible, que habituellement les banques donnent du 5 % par année, dépôt à terme ou truc, si vous êtes chanceux d'avoir du 6 ou du 7, vous êtes vraiment béni des dieux. C'est le minimum que les dividendes me donnent, ça, 5, 6, 7 %. Je ne veux rien savoir en bas de ça. Puis, écoutez, là, c'est très facile de faire du 50 % minimum dans un compte normal en mettant le minimum d'efforts et de formation, puis en jouant safe aussi. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Ouais, pas avec la marque, on va la mettre. Blooper. Cut. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, entre autres, n'hésitez pas en commentaire, dans la mesure où tu peux y répondre. On verra de la question, mais n'hésitez pas, allez-y avec des commentaires, des questions, on va essayer de vous répondre. N'oubliez pas, soyez heureux, positif, parce que dans la vie, il y a 2 certitudes, la mort et les impôts. Pensez-y. OK, puis la 3e certitude, il y aura une autre vidéo la semaine prochaine. Oh oui! T'as vraiment dit ça? Ben quoi, c'est vrai? La mort et les impôts. Fait que, on paye nos impôts, puis après ça, on peut vivre heureux. Ciao! La mort et les impôts? Ben oui! Sérieux? Ah. En avril, la date est